Bonjour à tous, c'est Seb et j'avais une petite annonce à vous faire. Vous avez envie de découvrir les meilleures courses et les meilleurs trails sur Trail Run Advisor, consultez des avis et des photos de coureurs comme vous. Évaluez la beauté des parcours, la qualité de l'organisation ainsi que le niveau de difficulté. Partagez votre expérience et aidez les autres coureurs à choisir leurs prochaines aventures. Trail Run Advisor, c'est le compagnon indispensable pour les passionnés de course à pied. Visitez sans plus attendre trailrunadvisor.com. Je vous laisse sans plus attendre reprendre l'écoute de votre épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, podcast consacré à la course à pied, à cette passion qui nous rassemble et qui nous réunit et qui m'a fait découvrir une première expérience sur marathon. C'était à l'occasion de ce marathon pour tous le 10 août dernier, donc on est à J+12 et après 12 semaines de préparation et je dirais même plus, parce que dès janvier, j'avais déjà cet objectif en tête. Il était l'heure de se lancer et de parcourir ces 42 km 195. Alors après plus de 70 heures de course à pied, plus de 700 km de basket au pied pour préparer cet événement, ainsi qu'un peu de vélo et de renforcement musculaire, eh bien à 42 ans, dans le cadre de ces Jeux Olympiques, j'ai vécu une aventure unique au cœur de Paris, quelque chose que je n'avais jamais vécu. Ça a été l'occasion de faire des découvertes, des apprentissages, mais également un peu de souffrance, de la ténacité et également beaucoup d'énergie pour aller au bout de ce plan et au bout de cette course. Et cette course du 10 août 2024 restera à jamais comme une des plus belles, une des plus folles, avec une ambiance comme j'en ai rarement connue. On se retrouvait presque dans une étape du Tour de France, vous voyez, dans ces cols où les coureurs, les cyclistes vont fendre un petit peu la foule. Et bien là, je n'étais pas derrière les barrières en tant que spectateur, mais bien acteur de ce marathon, au cœur de cette ville de Paris qui accueillait les Jeux Olympiques pour cette édition 2024. Alors je sais quelle chance j'ai eu de décrocher cette médaille, décrocher ce dossard. Il me vient plein d'images en tête, plein de souvenirs, des émotions qu'il sera quand même très difficile de vous retranscrire intégralement ici, mais je vais essayer à travers cet épisode de vous en partager le plus grand nombre. Et je tenais à vous remercier pour vos nombreux messages durant toute la préparation, de ce long cheminement entamé au début de cette année 2024. Merci de vos sourires, de vos encouragements si vous étiez également sur le parcours, que vous soyez auditeur, simple spectateur, bénévole, force de l'ordre, c'était une belle fête. Alors comme le disait Émile Zatopek, si tu veux courir, cours 1 km. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Je vais vous donner quelques réponses à cette citation de ce sportif olympique à travers ce 259e épisode du podcast À côté de mes pompes. Je suis désormais marathonien. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Avant de débuter cet épisode consacré au débrief de ce marathon pour tous qui était le premier pour moi, je voulais vous donner un petit peu le plan de cet épisode. Je reviendrai dans un premier temps sur mes dernières semaines d'entraînement puisque je vous avais proposé semaine après semaine un débrief hebdomadaire de cette préparation et étant parti en vacances, d'abord du côté de la Loire-Atlantique, puis ensuite du côté de l'Hérault, eh bien je me suis arrêté à la semaine 8. Donc j'ai ces 2-3 dernières semaines à vous raconter pour vous indiquer un petit peu quelle a été la teneur de ces derniers moments au niveau de l'entraînement. Je reviendrai ensuite sur la veille de course et ma remontée sur Paris, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en congé du côté de la Méditerranée, plus précisément du côté de Marseillan. Un troisième temps pour évoquer ce jour J. Ensuite, j'aborderai l'arrivée dans le sas et le départ,
avec cette ambiance relativement folle, jamais vue pour moi sur une course pédestre et même sur le plan des manifestations sportives auxquelles j'ai pu prendre part. C'était quelque chose d'unique. Je vous raconterai étape par étape, alors pas kilomètre par kilomètre, mais cette course de l'intérieur, et ensuite comment j'ai vécu l'après-course et ce début de récupération avec, pour finir, mes objectifs et la planification de la suite de ma saison sportive, du moins de l'automne qui se profile. Voilà un petit peu l'organisation de cet épisode, que vous ne soyez pas perdus. C'est ce côté un petit peu méthodique que je souhaite vous apporter de façon à reprendre les éléments un petit peu dans l'ordre chronologique avec cette thématique importante autour de la course, comment je l'ai vécu de l'intérieur pour cette première expérience sur cette distance mythique du marathon. Je reviens donc en préambule sur ces dernières semaines d'entraînement. Je m'étais arrêté à la semaine 8 et sur la semaine 9, le point d'orgue a été une sortie longue de 30 km qui faisait suite à une sortie de 21 km, un semi-marathon réalisé le mercredi. Donc il y avait un gros volume avec 2 sorties relativement longues et très proche. La sortie de 30 km a été l'occasion pour moi de tester à la fois le matériel, à savoir les chaussures, les chaussettes, le short, mais également tout ce protocole d'alimentation et d'hydratation. Jusqu'à présent, jusqu'à cette semaine 9, je n'avais jamais dépassé les 27-28 km en course à pied, de toute mon histoire et de tout mon parcours sportif. Donc c'était une première de voir un petit peu comment le corps allait réagir. Il faisait relativement chaud, il avait plu la veille et je pensais que la fraîcheur allait s'installer un petit peu. Que nenni, j'ai vite trouvé la chaleur sur mon parcours, faisant 2 pauses pour m'hydrater avec le sac que j'avais sur le dos, ce qui était une bonne répétition pour l'échéance du 10 août. Voilà un petit peu le programme de cette semaine 9. Je partais ensuite direction la Loire-Atlantique sur la semaine 10 où j'ai mené 3-4 séances. Il y aura eu 2 footings en bord de mer. C'est toujours agréable de changer d'environnement et d'aller sur ce chemin des douaniers. Et j'avais une séance avec 4 fois 10 minutes à l'allure semi, qui s'est plutôt bien passé, ce qui n'était pas forcément le cas des dernières séances où j'ai peiné sur la semaine 8, même la semaine 9, les sorties longues se sont bien passées, mais les séances à intensité, j'avais du mal à rentrer dedans, et j'ai terminé cette semaine 10 avec un aller-retour entre Préfaille et Saint-Brévin, là où nous étions donc en villégiature, soit l'équivalent de 26 km en aller-retour, avec le bord de mer à portée de vue sur toute la sortie. Donc ça, c'est plutôt agréable. La semaine 11 et semaine 12, c'est ce qu'on appelle la phase d'affûtage. 2 semaines où le volume s'est drastiquement réduit, voire même plus que ce que j'avais prévu. Parce qu'au retour de nos congés du côté de la Loire-Atlantique, c'est la canicule qui s'abattait sur la région centre et je n'ai pu effectuer qu'une sortie sur cette semaine 11 avec une sortie sur piste effectuée. Ça faisait longtemps que j'avais pas foulé mon stade fétiche Maurice Dubreuil et sa piste cendrée avec 8, 6, 4, 2, 1 minute, donc un fractionné pyramidal mais avec une vitesse qui était croissante juste avant le départ du côté de Marseillan, et sur la fin de semaine, le temps de défaire les valises, de refaire les valises, je n'ai pas pu effectuer d'autres sorties. Sur la dernière semaine, qui est celle qui précède le marathon, je n'ai fait que 2 footings. Un petit décrassage de 30 minutes à l'arrivée sur notre lieu de vacances et le mercredi, le dernier footing sous la chaleur du côté de Bassan, à côté de Béziers, avec mon oncle qui lui est marathonien et qui m'a donné quelques conseils. Donc sur ces 2 dernières semaines, l'accent a été mis sur la récupération. Vous voyez, ce programme d'affûtage n'a pas été celui que j'aurais aimé effectuer, mais je suis arrivé frais, reposé, avec beaucoup de sommeil. La chaleur a quand même impacté ces entraînements, mais comme je voulais arriver frais, je n'ai pas respecté le plan à la lettre. Je l'ai un peu adapté. Ça a été une activité qui a été
moindre par rapport au programme que nous avions convenu avec Xavier. Mais dans ces moments-là, je pense qu'il est préférable de s'écouter plutôt que de vouloir faire la sortie de trop qui risque, avec de la fatigue, d'apporter et d'amener une blessure. Donc cette semaine 12, semaine de vacances dans l'Hérault, la première de notre quinzaine en famille, fut donc consacrée essentiellement à la baignade, à la balade. On a découvert la cité médiévale de Carcassonne et également du repos, de l'hydratation et une alimentation soignée autant que possible pour bien négocier ces derniers instants. Et je vous ai parlé il y a quelques semaines de cette douleur au talon qui était quasiment absente. Eh bien, elle ne s'est pas réveillée. Pas de tension particulière. C'est donc une préparation qui s'est déroulée, je dirais, quasiment sans encombre, sans bobo, en gestion par moment, en réduisant le volume, en réduisant les allures, mais globalement satisfait de ces 12 semaines de préparation spécifique qui auront été entrecoupé d'un semi-marathon du côté du Touquet qui aura servi de répétition et ça m'a permis également de faire connaissance avec les membres de la team Alliance. Et ce travail entamé depuis le mois de janvier, puisque j'ai commencé à allonger les sorties longues, m'a permis progressivement d'atteindre 21 km sur certaines sorties, les semi-marathons de Cheverny et du Touquet en préparation, 24, 26, 28, jusqu'à 30 km. Quand on arrive à ce 30e kilomètre et que l'on doit parcourir un marathon, il y en a encore 12. Au-delà de ces 30 km, c'était un petit peu l'inconnu, mais j'étais satisfait du test des chaussures. Ayant opté pour les Saucony Endorphine, les chaussettes de la marque Pandus ont été également adoptées et l'alimentation avec les produits Happy Run que je connais, que je maîtrise. Donc, pas vraiment d'ombre au tableau de ces 12 semaines de préparation avec pas mal de sérénité, même si, comme toute compétition inconnue, il y avait quand même une part d'incertitude, une part d'angoisse sur certains facteurs, mais je vais y revenir juste derrière. En termes de volume kilométrique chaque semaine, ça n'a pas été des grosses semaines, aux alentours de 60, 70 au maximum sur les plus importantes. Ça peut paraître peu pour certains, mais globalement, cette préparation aura été constante, avec 4, 5 sorties par semaine et un volume qui reste relativement stable pour atteindre environ 700 km, comme je le disais en introduction. En cette veille de course, et avant de remonter sur Paris, il m'a été quand même difficile de trouver le sommeil. Dans cette région de l'Hérault, à ce moment de l'année, la chaleur est forte et l'appartement que nous occupions pour cette quinzaine n'était pas équipé de climatisation. La nuit fut donc chaude et courte. Je pense que je devais ruminer aussi un petit peu. Vous me direz, si vous, en veille de course, vous êtes dans un sommeil qui est très réparateur. Là, pour ma part, ça n'a pas été vraiment le cas. Je me suis donc rendu à la gare TGV d'Agde à 9h. Le train au miracle était à l'heure. Ça, c'est quelque chose que j'avais en angoisse, vous voyez, que le train finalement ne soit pas là ou soit annulé, comme on a pu le voir au début des Jeux Olympiques. La SNCF a été parfaite sur ce plan-là. Pas de retard et cette remontée sur Paris, s'est effectuée entre 9h et 13h, 4 heures dans le TGV, qui a été un temps de repos, de léger sommeil et qui m'a permis de répondre à quelques-unes de vos réponses en story. Ce fut un temps méditatif, mêlé d'excitation et comme j'étais dans le train, qu'il était direct jusqu'à Paris, pas de stress. J'ai à ce moment-là toutes mes affaires avec moi, mon sac aura été checké à plusieurs reprises, il ne me manque rien, les chaussures, les chaussettes, le short, le maillot, les épingles, les sticks, tout est dans le sac. Alors, anecdote sur la semaine précédente, sur cette semaine de vacances, je pense que je n'ai jamais été aussi attentif à mes appuis, à mes pas, pour ne pas me faire une entorse toute bête à quelques jours de ce marathon. Les passages de trottoir, les passages de marche, j'y allais vraiment à tâtons pour ne pas risquer quelconque blessure qui m'empêcherait de concourir à quelques encablures de ce marathon que je prépare depuis de nombreuses semaines. Côté préparation mentale, avec Cindy,
on avait envisagé pas mal de situations possibles et ces exercices m'ont permis d'arriver serein. Alors, j'arrive donc sur Paris et il y a une situation que je n'avais pas prévue, c'est-à-dire que le train arrivait en gare à 12h50 et à 12h45, je reçois un mail m'indiquant que dans cette équipe Alliance dont je faisais partie, nous ne pourrions pas courir, que nos dossards, malgré de nombreuses tentatives pour les récupérer, avaient disparu. Alors là, c'est un petit peu la douche froide parce que je montais quand même expressément et exclusivement pour courir ce marathon. Je suis un petit peu dépité quand je retrouve Nicolas, cet ami qui m'accompagne spécifiquement et qui, depuis ces 2 dernières années, partage avec moi de nombreuses séances. Et grâce à Nicolas, j'ai pu trouver un appartement pour la nuit par le biais de ses contacts. Et c'est avec une mine déconfite que nous allons manger le midi sans grands appétits au regard de cette nouvelle qui venait de tomber. Il était pas loin de 13h et le moral un petit peu dans les chaussettes, l'esprit là complètement à côté de mes pompes. Je me dis mais qu'est-ce que je viens faire finalement sur Paris si après avoir préparé pendant 12 semaines ce marathon, je ne suis pas en mesure de concourir. C'est un peu la tuile, la poisse. Et dans toutes les situations prévues, imaginées avec Cindy, c'est quelque chose que j'avais complètement occulté. Ça me sortait complètement de l'esprit, c'était pour moi impossible. Que le train puisse être annulé, que je puisse me blesser, que je puisse par quelconque moyen ne pas pouvoir me rendre jusqu'à Paris, ok, je le conçois. Mais là, en arrivant sur Paris, que les dossards aient été volés, subtilisés, disparus, impossible à nous être remis, c'était pour moi inconcevable. Pendant qu'avec Nicolas, nous dégustions notre plat italien du midi, eh bien dans la Team Alliance, des personnes se sont démenées, Jérémy et Fred, pour trouver une solution. Il était impensable d'être monté sur Paris, d'avoir fait toute cette préparation pour ne pas courir ce marathon. Et vers 14h, alléluia, la bonne nouvelle tombe, nous allons pouvoir courir ce marathon. Alors, grand ouf de soulagement, la pression, le stress, parce que là c'était vraiment l'ascenseur émotionnel, retombe et nous n'avions encore pas, par contre, le dossard entre les mains. Ce qui a un peu changé les plans de cet après-midi, moi qui pensais dormir, me reposer devant les JO, manger vers 17h tranquillement, nous avons dû nous rendre du côté du stade Émile-Antoine, situé à proximité de la Tour Eiffel, alors que nous étions dans le 11e arrondissement, à côté de Bastille. Ce fut donc le rush jusqu'à cet espace de retrait des dossards, une attente qui a été longue, très longue, pour enfin disposer de nos dossards à 18h. Illico presto, retour vers l'appartement en sens inverse, avec certes beaucoup moins de stress et ce soulagement d'avoir vraiment entre les mains ce dossard papier et ce bracelet nous permettant d'entrer dans les sas. Arrivé vers 19h, juste le temps de se changer et c'était le moment de repartir vers la zone de départ. Alors ce repas que j'aurais souhaité prendre tranquillement vers 17h, 17h30, notre départ étant prévu à 21h, eh bien il s'est transformé en une banane et 2 barres Happy Run pour cette collation d'avant-course. Quant à la sieste et à l'après-midi de repos, eh bien, il n'y en a pas eu. Ça a été vraiment la course avant la compétition et le départ du côté de la place de l'Hôtel de Ville. Pour ce qui est du matériel, le short à poche était bien présent, celui de la préparation. Le maillot Happy Run très léger et respirant sur lequel j'ai positionné mon dossard avec les petites épingles, équiper mes pieds des chaussettes pente douce, validées durant la préparation sans que je n'ai besoin de mettre de la crème hydratante ou cette crème NOC comme certains peuvent l'utiliser. Les Saucony Endorphin Speed 4 étaient prêtes à battre le pavé parisien et après avoir longuement hésité entre la flasque,
le sac d'hydratation ou de partir à sec, eh bien j'ai choisi le sac d'hydratation avec une poche d'1 litre d'eau environ chargée d'électrolytes. Vu la chaleur, je voulais être autonome et la flasque sur les dernières sorties, je l'avais trouvée quand même très encombrante pour avoir un mouvement fluide au niveau des bras. Et bien évidemment, pour le ravitaillement, une bonne cargaison de sticks Happy Run pour tenir sur toute la distance avec un stick Happy Run par tranche de 45 minutes d'effort. Je vous en dirai un petit peu plus sur cette stratégie alimentaire par la suite. Alors 19h30, 19h45, on arrive sur le sas de départ. Il y a déjà beaucoup de monde dans le métro, beaucoup de personnes qui ont le dossard accroché au maillot, ce qui occasionne de nombreux sourires, des discussions également sympas avec ces personnes qui s'apprêtent comme nous à courir le marathon. Et notre voyage en métro s'arrête à l'hôtel de ville avec une grande fan zone et déjà beaucoup de monde autour de cette zone de départ, beaucoup de gendarmes également. Côté sécurité, là où ça pouvait être une source d'angoisse, on se sent très vite rassuré. Il y a des cohortes de CRS et de gendarmes mobiles. Et nous l'avions déjà observé du côté du stade Émile-Antoine où les accès, les abords de ces sites olympiques étaient vraiment très bien sécurisés et cadenassés par les forces de police déployées pour l'organisation et la bonne tenue de ces Jeux olympiques. Alors je retrouve au niveau de cet hôtel de ville Lucie, que j'accompagne dans sa préparation depuis 3 ans et qui seulement 8 mois après avoir connu et rencontré une fracture au niveau de la cheville, s'est lancée sur ce marathon pour tous, comme Alexia, une personne de mon club de course à pied, et Isabelle qui, elle, prenait part aux 10 km. Et au regard de tous ceux et toutes celles qui ont pris le départ de ce marathon pour tous, j'aurais aimé vous voir, qu'on puisse se croiser, mais il y avait tellement de monde, et puis ce contretemps lié au dossard m'a un petit peu bloqué sur le plan du timing. J'étais un petit peu pris par le temps. Nous avons pris avec Nicolas la direction du sas numéro 1. Ça devait être le sas 3, mais nous avons été surclassés, dirais-je. Nous avons voulu rentrer dans le sas 3, mais on nous a dit que c'était impossible. Donc nous sommes partis à 21h et à quelques minutes du départ, eh bien, je réalise ce qui m'attend. C'est 42 km préparés depuis des semaines. Eh bien, au bout, je serai marathonien et dirais-je même olympien dans le cadre de ces Jeux olympiques. Dans cette première vague qui va s'élancer à 21h de l'hôtel de ville, il y a beaucoup d'ambiance, beaucoup de festivités. Les gens ont le sourire, ça chante, ça danse. Certains vont même aux toilettes, parce que les toilettes étaient présentes dans les sas pour peut-être ce besoin impérieux avant de prendre le départ. Il y a de la musique, un clapping est organisé. La foule est très très bruyante de part et d'autre de la rue et nous nous élançons au moment où la musique des JO retentit. On s'élance, ça ralentit un petit peu parce que le passage se rétrécit, mais nous abordons ce défilé dans les rues parisiennes et c'est quelque chose vraiment de magique. On passe d'abord par l'Opéra Garnier, la place Vendôme, place que je n'ai jamais emprunté en tant que piéton, et là on peut y courir sans même qu'il n'y ait de voiture. Il y a un petit côté magique. C'est vraiment un parcours, une épreuve qui débute avec des lieux symboliques de l'agglomération parisienne. On se dirige ensuite vers le Louvre, où l'on passe entre la pyramide à gauche et la vasque olympique à droite, qui n'est pas encore en position haute. Certains la verront de nuit avec ces images qui sont quand même magnifiques. Mais il y a sur ces 6 premiers kilomètres une ambiance de dingue. On se croit vraiment dans un col de haute montagne au Tour de France. C'est au Louvre, je pense, où la foule était vraiment dans un délire total sur 3, 4, 5 rangées de part et d'autre à taper sur les barrières, à scander nos noms, parce que comme on avait les noms sur les dossards, les gens pouvaient nous encourager avec des enfants qui nous tendaient la main pour qu'on puisse taper dedans. Alors c'était à la fois énergisant, j'ai trouvé ça vraiment magique sur ces 6 premiers kilomètres, même hypnotisant du fait de ce vacarme. C'était quand même difficile de se mettre dans la course, moi qui habituellement cours seul
en plein milieu de ma campagne. Ce début de course était vraiment très beau et cela me donne encore un petit peu la chair de poule en enregistrant ces quelques mots pour vous ce soir. Ce sont des moments qui, sur les prochaines courses, ne se reverront pas, et pour en avoir discuté avec des athlètes qui ont déjà participé à d'autres marathons, ils n'ont jamais connu ce type d'ambiance. C'était vraiment quelque chose d'unique, cette présence de la foule. Des premiers kilomètres jusqu'au dernier mètre, il y avait du monde partout, à des moments où on pouvait baisser de pied, où le dénivelé était plus important, il y avait du monde. Les gens tapaient avec des gobelets, avec leurs mains sur les barrières. C'était vraiment des encouragements sur l'intégralité du parcours. Alors, il y a des passages où il y avait un petit peu moins de monde, mais ces 6 premiers kilomètres et cette zone d'arrivée, c'était une foule complètement en délire. C'était, comme j'ai dit, voilà, une étape du Tour de France où les coureurs ont bien la peine à se frayer un passage. Eh bien, on était en plein milieu, et d'être encouragé de la sorte, bien évidemment que ça nous a aidé, et ça m'a aidé à terminer et à aller jusqu'au bout de ce parcours. Alors, il faisait chaud, par contre. Encore très chaud à 21h, et cette chaleur, je pense, remontait du pavé parisien, et la foule qui était présente, sur parfois 4-5 rangs, n'arrangeait en rien cette sensation de chaleur. Une fois sortis des artères parisiennes sur ce grand boulevard qui nous conduisait du côté de la porte de Saint-Cloud et du Pont de Sèvres, c'était un petit peu plus respirable et on a pu trouver petit à petit un petit peu de fraîcheur, et la nuit est quand même vite tombée. 21h30, ça commençait déjà à décliner sur le plan de la luminosité, et ce sont les lumières des éclairages publics qui se sont substituées à l'éclairage naturel. Pour rejoindre le Pont de Sèvres, environ 10-12 kilomètres, ce fut long. C'était vraiment cette grande ligne droite. On avait la Tour Eiffel à portée de vue. On l'aura par la suite, une fois qu'on aura effectué la plus grosse des difficultés, mais elle n'était pas encore éclairée quand on est passé, elle le sera sur le retour. C'était déjà un premier point de repère. Sur ce premier quart de la course, j'ai essayé de ne pas m'emballer, de ne pas griller toutes mes cartouches dans une allure qui aurait été très ou trop rapide, et je passe aux 10 km en 5,15 de moyenne, ce qui est quand même relativement conforme à ce que j'avais prévu en termes de temps de passage, mais on est sur la portion la plus facile. On est en début de course, la topographie est relativement plate, il y a des encouragements tout le long, donc on se sent vraiment porté. À partir du 15e kilomètre, une fois que nous rejoignons ce Pont de Sèvres, eh bien, c'est là que nous trouvons une première partie du dénivelé avec une montée qui ne va pas être courte, contrairement à ces petites côtes de 30 secondes que je trouve du côté de Beaugency. Elles n'ont clairement pas été suffisantes pour appréhender cette première difficulté qui va nous conduire du 15e à environ 20 km sans discontinuer. Alors, des passages beaucoup plus pentus, beaucoup plus accentués que d'autres. Ça grimpe, c'est dur, il faut serrer les dents. Alors j'ai la chance d'avoir Nicolas en paisseur et je m'accroche. Et à partir de ce 15e kilomètre, je pense que c'est là que je vais prendre chacun des ravitaillements. J'avais prévu d'aller un petit peu plus loin et d'être autonome dans mon alimentation, dans mon hydratation. À partir de ce 15e kilomètre, je prends 2 gobelets à chaque fois en eau. Un à boire directement pour moi et un autre pour me rafraîchir en ne le versant pas directement sur ma tête, sur ma nuque, mais en prenant mon tour de cou, mon bœuf comme on l'appelle, de façon à pouvoir le mouiller et me rafraîchir ensuite le visage. Car avec la tombée de la nuit, la fraîcheur qui allait s'installer, de me mouiller peut-être dans le dos ou de façon trop importante, j'avais peur d'une certaine hypothermie. Là, le 2e gobelet était vraiment pour me rafraîchir. Gobelet en plastique, en dur, et dès les premiers ravitaillements, ça posait quand même quelques soucis parce que ces gobelets étaient au sol, jonchaient finalement la chaussée, et c'était même un risque de chute parce que il y avait quand même des bacs pour les positionner, pour les restituer, mais certains étaient par terre et c'était
un petit peu dangereux par endroits si on ne faisait pas attention là où on mettait les pieds. En termes d'alimentation, je vous l'ai dit, j'avais prévu un stick Happy Run par tranche de 45 minutes, mais sur certains ravitaillements, il y avait à la fois de l'eau, mais également de la nourriture, et j'ai pris, là où je pouvais justement en trouver, quelques morceaux de banane. Donc je complétais ces sticks Happy Run avec les fruits trouvés sur les ravitaillements, la banane étant un fruit que je tolère bien et que j'apprécie. Et entre chaque ravito, dans mon sac d'hydratation chargé en électrolytes, eh bien je prenais quelques gorgées pour finalement apporter ces minéraux et ces électrolytes. Pour cet aspect de l'hydratation, je vous renvoie à l'épisode que nous avions enregistré avec Nouchka. Alors du 20e au 29e, on aborde tout d'abord une descente relative vers le château de Versailles et des portions un petit peu plus roulantes sur lesquelles je retrouve un petit peu d'énergie. Autant dans la montée, ça a été compliqué, j'ai vraiment souffert, n'étant pas habitué à courir sur des portions aussi pentues et aussi longues. Parce que je l'ai dit, dans le Loiret, le dénivelé n'est pas aussi important et du moins la longueur des côtes n'est pas suffisante pour pouvoir reproduire ce que l'on a trouvé sur ce marathon pour tous. Une fois passé le château de Versailles, il y avait aussi beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique. J'ai retrouvé un petit regain d'énergie avec une fraîcheur qui commençait à s'installer. On était dans une portion beaucoup plus boisée, ce qui a baissé drastiquement la température et ce qui m'a permis de retrouver quand même une allure qui était conforme à ce début d'aventure aux alentours de 5,15, 5,20. Alors, cette portion-là, c'était avant le gros morceau de l'aventure marathon avec ce mur tel que on a pu le voir devant nous, devant nos yeux, du 29e au 30e kilomètre. Ce n'est pas un mur du marathon tel qu'on peut l'entendre sur le plan alimentaire ou musculaire. Là, c'était la portion de cette fameuse côte du pavé des Gardes qui m'a clairement mis un gros coup d'arrêt. Avec Nicolas, on a commencé à la courir, puis au bout de quelques dizaines de mètres, j'ai marché. J'avais vraiment l'impression de ne plus avancer, voire même de reculer. Sur toute cette portion très pentue, allant jusqu'à 13,5% a priori, nous avons marché activement et de chaque côté, de part et d'autre, de ces anneaux lumineux, ça faisait vraiment comme une remontée mécanique, un tire-fesse comme on peut l'appeler sur les stations de sport d'hiver. Il y avait des coureurs qui étaient affalés sur les barrières, certains qui criaient ayant déjà des crampes, et c'est quand même assez impressionnant. Vu de l'intérieur, c'est difficultés que les coureurs peuvent rencontrer. Moi qui n'avais jamais vécu de marathon, ça peut faire peur, ça peut surprendre et on voit toute la détresse de certains coureurs et même avant, dès le château de Versailles, certains ont mis le clignotant et ont dû s'arrêter, malheureusement, n'ayant pu aller jusqu'au bout. J'ai une pensée pour tous ces coureurs que l'on a pu croiser, que l'on a pu encourager, en essayant de les relancer, en les titillant un petit peu pour leur dire « Allez, c'est pas fini, accroche-toi ». Je pense que certains ont essayé une fois, 2 fois, et puis par des vomissements, par des crampes, par des troubles digestifs, ils ont dû se résoudre à abandonner cette course à laquelle ils tenaient tant. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire encore que le marathon, encore plus dans cette version-là avec le marathon pour tous, n'est pas une course qu'il faut banaliser. On ouvre son flux Instagram, on voit que des personnes ayant réalisé le marathon pour tous, ayant la médaille autour du cou. Moi qui vivais pour la première fois ce marathon, je trouve que c'est une belle aventure, mais ça a nécessité de l'investissement, de l'engagement, de la préparation, et c'est en ça que j'ai envie de vous dire, mais que vous prépariez un 5, un 10, un semi, ou comme moi j'ai pu le faire, ce marathon, chaque course est vraiment à prendre avec sérieux et à chacun ses défis. Moi qui ai pourtant une vingtaine d'années de pratique derrière moi en course à pied, c'était ma première sur cette distance aussi longue, j'étais pas non plus hyper rassuré
à l'approche de ce 30e kilomètre, après avoir passé cette côte du pavé des Gardes. C'était certes le gros morceau, la difficulté, mais il y avait encore 12 kilomètres à parcourir, dont une descente infernale. Alors je voulais pas moi descendre trop vite parce que je savais ce qu'il restait derrière à parcourir, et pour avoir pris des conseils auprès de Félix, Méline ou Marie, il m'avait bien dit que dans la descente, il fallait pas tout donner parce que musculairement c'est quand même traumatique, le fait de répéter ses appuis en descente, on n'est pas sur les mêmes muscles qui travaillent en montée. Je voulais pas cramper, je voulais pas que musculairement ce soit difficile pour la partie plate, donc je suis quand même descendu prudemment, et il y avait quand même un pourcentage très très important, peut-être pas autant que sur la montée, mais ça descendait quand même sec. Il fallait donc relancer sur cette portion plate, et depuis le début de cette descente, qu'est-ce que nous apercevions ? Eh bien, cette tour Eiffel, sauf qu'elle était encore à 10-12 kilomètres, et jusqu'au 38e kilomètre, je dirais que j'arrive à tenir, grâce à Nicolas, qui était là vraiment pour m'encourager, ces 5 minutes 20 au kilo, en prenant soin de m'arrêter au ravitaillement pour boire. Je pense que j'ai pas encore cette technique pour boire en courant, pour attraper des verres à la volée. Et comme là, c'était des gobelets rigides, c'était difficile de toute façon de les plier. Au-delà de ce 38e kilomètre, eh bien, ça va commencer à chuter. L'allure descend sous les 5 minutes 45 sur ces derniers kilomètres, mais la foule est là. Toujours là pour nous encourager. Des aménagements ont été positionnés dans les tunnels qui sont illuminés. Ces diverses animations, dont une organisée par Orange, nous boostent. Et un des passages qui va rester magique, magnifique, c'est celui devant la Tour Eiffel, qui est éclairé avec les anneaux. Là, on est vraiment sur un décor paradisiaque de pouvoir courir dans Paris de nuit, d'avoir vraiment ces monuments à nos pieds. C'était vraiment quelque chose de magnifique. Par contre, les 2 derniers kilomètres, ils me paraissent interminables. Une fois qu'on a dépassé la Tour Eiffel, on va se retrouver en plus avec les coureurs du 10 km. Alors là, tout le monde se mélange. Je vais être un petit peu vulgaire, mais c'était un peu le bordel. Personne ne respectait le couloir qui devait nous être attribué, et je pense que des coureurs du 10 km râlaient parce que nous, les marathoniens, on arrivait finalement après 3h30, presque 4 heures d'effort, et on n'avait pas la même vitesse qu'eux, donc ça causait quelques bouchons. Le dernier virage est à portée de chaussures, le tapis bleu est en approche, et avec Nicolas, on franchit la ligne d'arrivée, main dans la main. La médaille nous attend et nous l'avons désormais autour du cou. Alors, il y a un sentiment qui est assez mitigé, il y a beaucoup de joie, beaucoup de fierté, mais aussi pour moi, beaucoup de fatigue. Juste devant moi, je recroise Frédéric Piccarini de l'agence Epic, et j'ai quand même du mal à réaliser ce qui m'arrive. Vous regarderez une des photos que j'ai postées sur Instagram. J'ai pas une tête d'homme et d'athlète très très frais. Je me sens vraiment KO et il me faudra quelques minutes pour reprendre mes esprits. Alors je bois, je mange. On sort rapidement de la foule qui était vraiment massée sur cette zone d'arrivée, à la fois massé parce qu'il y avait les coureurs qui terminaient leur compétition, mais également toutes les personnes qui étaient là pour les encourager, toutes les familles qui étaient vraiment au bout de ce pont Alexandre III pour accueillir les coureurs. Une fois sorti de ce sas d'arrivée, je me sens quand même un petit peu mieux. Je sens que les cuisses ont bien travaillé et c'est quand même difficile, une fois que l'on s'arrête de courir, de reprendre derrière une marche normale. Je l'avais déjà constaté quand j'avais pu assister dans les coulisses à l'arrivée du marathon de Paris. On a l'impression que quand on passe la ligne d'arrivée, tout redescend, tout s'effondre et on n'a plus vraiment d'énergie. Cela dit, après avoir grignoté quelques bricoles qui me restaient encore, je pense que j'avais pris beaucoup plus que ce que les efforts nécessitaient. Il me restait quelques sticks Happy Run, donc j'en ai consommé un ou deux, oui c'est ça, et l'énergie est revenue juste derrière.
Après quelques instants à discuter, à proximité des Invalides, à proximité du pont Alexandre III, j'ai passé un petit coup de fil à Céline, qui avait elle suivi à distance toute la course et qui a même stressé car le tracker s'est arrêté entre le 35e et le 40e kilomètre. Elle était rassurée de le voir repartir et rassurée que je sois arrivé entier sans bobo. Et c'est là qu'a commencé une autre course, celle vers le métro pour retrouver notre appartement situé à proximité de la place de la Bastille avec beaucoup de sourires dans le métro. Dans un premier temps, exclusivement des personnes qui avaient pris part au marathon pour tous, qui nous félicitent de cette course, que l'on félicite également. On voit les personnes qui, comme nous, disposaient de la médaille autour du cou. On était sur une ambiance vraiment festive, positive, dans la lignée de ces Jeux Olympiques, sans animosité, avec beaucoup de bienveillance. Et nous avions quelques dizaines de stations à parcourir et à chaque montée ou descente, on avait des personnes qui nous demandaient si nous avions bien participé à ce marathon olympique. Donc c'est des moments d'échange que j'ai trouvé vraiment très sympathiques avec beaucoup d'humanité dans un contexte qui parfois est un petit peu individualiste. Là, c'était vraiment tout autre. Sur cette après-course, je n'ai pas eu à descendre ou monter les escaliers à l'envers. Arrivé à l'appartement, il était presque 3 heures du matin, ça a été douche, puis collation, puis discussion dans un état d'euphorie. J'étais encore dans la course avec beaucoup de mal à trouver le sommeil. On a discuté avec Nicolas encore un petit peu et après seulement 4 heures de repos, de sommeil, eh bien il était l'heure de se lever car un train m'attendait à 11 heures pour redescendre du côté de Béziers. Autant dire que je n'étais pas des plus frais, les appuis sur les premiers pas étaient hyper compliqués. Alors je n'avais pas trop mal aux cuisses, mais surtout aux talons. Je marchais vraiment en canard. Je vous renvoie également sur ce flux Instagram où vous pourrez voir cette petite vidéo prise par Nicolas. À l'insu de mon plein gré, vous admirerez ma démarche fluide pour descendre les escaliers. Non, c'était vraiment difficile et cet après-marathon, eh bien, ce n'est pas un mythe. Je prends vraiment conscience de ce que représente 42 kilomètres, mais cette douleur, comme j'aime le dire souvent, elle est éphémère. La satisfaction, elle est éternelle, voire indélébile. Mais je dois avouer que ce talon est quelque chose qui est récurrent depuis ces derniers mois et qu'il va falloir que je solutionne parce que c'est pas forcément très agréable d'avoir à froid cette raideur le matin au niveau du talon. Donc les premiers appuis, oui, ça a été compliqué et dans cette partie liée à la récupération, eh bien j'ai eu du mal à me reposer dans le train. C'était vraiment un train qui était bondé et je manquais de place pour allonger mes jambes. Donc, arrivé du côté de Béziers, récupéré par Céline, nous nous sommes rendus chez mon oncle pour une cousinade, auréolé de ma médaille, accueilli tel un champion et la paella que mon oncle avait préparé a été la bienvenue pour recharger mes stocks en glycogène et me redonner de l'énergie après ce défi marathon parce que le dernier repas était 24 heures avant avec ce repas pris dans un restaurant italien du côté de Paris et ensuite ce n'était que l'alimentation sportive dans le cadre du marathon. Dans les jours qui ont suivi, eh bien, il y a eu de la piscine, de la marche, de la plage, du canoë sur cette semaine qui était une semaine off de course à pied. Ce talon était encore douloureux le lundi, mais dès le mardi, à la fois les courbatures au niveau des cuisses étaient parties, envolées, et le talon, une fois mobilisé, était beaucoup moins douloureux. J'avais bon appétit, donc je mangeais et le sommeil s'est rééquilibré sur les 2-3 jours qui ont suivi avec quand même une bonne dose de sieste et de grasse matinée. J'ai quand même été surpris par cette récupération relativement rapide sans avoir un corps qui soit complètement cassé, traumatisé, parce que 42 km, je dois vous avouer que en ayant regardé ce que ça représentait sur une carte, je me suis dit waouh.
c'est quand même pas rien et ça fait quand même un bon morceau de kilomètres quand vous positionnez ce marathon sur une carte à plat. Alors à J+10, j'ai effectué une mini reprise ce mercredi avec 45 minutes d'une séance un petit peu improvisée de renfort run avec quelques amis du club. J'avais envoyé un petit message en demandant celles et ceux qui étaient disponibles en cette période encore de vacances pour me rejoindre sur la piste et partager une séance qui était pour moi vraiment la séance de remise en route à J+10 après ce marathon, cette épreuve de l'été, voire de l'année, voire de ma carrière, parce que c'est quelque chose qui restera quand même mémorable. Je pense que je prendrai rendez-vous dans les prochains jours avec ma chiro fin août pour faire un petit check-up et un passage également chez Bruno, le podologue, pour régler ce souci de talon qui, comme je vous l'ai dit, me gêne essentiellement à froid, mais sur la course, j'ai pas été impacté, la foulée était relativement légère. Alors quand je dis légère, sur les premiers kilomètres, si vous observez ma foulée au kilomètre 1 et au kilomètre 42, vous verrez que celle à quelques encablures de l'arrivée est beaucoup moins aérienne. Cette période de la fin du mois d'août, de la fin d'été, de la fin de vacances est pour moi une remise en marche, une remise en route avec déjà sur le plan professionnel cette rentrée qui se profile le 2 septembre prochain et j'ai déjà coché pour l'automne un 10 km, ce sera le 20 octobre avec pour objectif de descendre les chronos réalisés sur l'année précédente, mais pour l'heure, c'est vraiment courir, plaisir à la sensation de façon à ce que le corps reprenne cette activité physique de façon progressive. Je pense intégrer du vélo et continuer le renforcement musculaire parce que c'est quelque chose d'important et que je vais intégrer dans ma routine pour les prochaines semaines. Alors, passons maintenant au débrief dans le débrief, les points positifs, les points négatifs de toute cette expérience. Alors sur le plan personnel, physiquement, je me suis senti bien. Je n'ai pas eu de crampes, pas de maux de ventre, pas de troubles digestifs ou encore de vomissements. Ça n'a pas été le cas de toutes les personnes qui ont concouru sur ce marathon pour tous. Beaucoup ont pu mettre en avant la qualité de l'eau proposée sur les ravitaillements. Personnellement, je n'ai pas eu de difficulté à boire cette eau qui, par moment, était un petit peu plus tiède que fraîche, mais on peut peut-être avoir un doute sur le lavage des gobelets qui était proposé. Est-ce que tous ces gobelets étaient lavés au fur et à mesure? Nous étions avec Nicolas dans la vague 1, mais qu'en a-t-il été des personnes qui sont arrivées sur les vagues derrière? Est-ce qu'à chaque fois les gobelets qui étaient proposés ont été lavés, désinfectés? Ça, je ne le sais pas. Mais je n'ai pas subi ces désagréments que certains ont pu connaître. C'est à creuser, mais pour une première expérience sur la distance, le fait de ne pas avoir subi ces troubles, de ne pas devoir m'arrêter pour aller aux toilettes, même si l'organisation était plutôt bien faite. À chaque ravitaillement, il y avait des toilettes mobiles qui étaient proposées. Je n'ai pas eu à passer par ce besoin impérieux, ce qui m'arrive quand même souvent, notamment quand je cours le matin, mais là, les précautions avaient été prises et je n'ai pas souffert de cet inconfort que certains ont pu connaître. Pour tout le reste, oui, pas de crampes, pas de maux de ventre ou de vomissements. J'ai vu quand même des coureurs qui étaient en train de vomir, certains qui étaient avec des crampes, mais vraiment avec des cris très très forts, ça les prenait vraiment d'un seul coup. Je pense, malgré le volume de course à pied, semaine après semaine, qui n'était pas non plus immense par rapport à ce que certains peuvent faire, en dehors des côtes, où là, ça a été difficile parce que je n'ai pas cette habitude de gravir, de monter pendant aussi longtemps un dénivelé positif, pour le reste, physiquement, musculairement, au regard de la récupération, je pense l'avoir quand même bien préparé et bien digéré. Autre point positif, c'est cette expérience vécue avec Nicolas, avec qui je partage de nombreuses séances.
Pour lui, c'était un rêve de prendre part à ce marathon pour tous. Il a pu, grâce à une bonne étoile, le réaliser à quelques heures du départ de cette course, et je suis vraiment heureux pour lui également, et je le remercie parce qu'il a été mon ange gardien sur toute la course, il a été mon paceur, et s'il n'avait pas été là, je pense que ça aurait pas eu la même saveur. Voilà, on a partagé quelque chose qui nous unira encore plus que nous le sommes déjà. Donc clin d'œil à toi Nico, et je sais qu'en écoutant ce podcast, tu vas verser ta petite larmichette. Psychologiquement, je l'ai bien vécu aussi. Alors oui, c'était dur, mais j'étais content d'être là. Je ne l'ai peut-être pas extériorisé, je ne suis pas quelqu'un de très expansif sur mes émotions, dans la vie de tous les jours c'est comme ça, mais intérieurement j'en ai pris plein les yeux et ça dépasse même ce que j'avais imaginé. Dans cet imaginaire que l'on peut avoir quand on prépare une course, encore plus quand c'est quelque chose d'inconnu, là ça dépasse toutes mes espérances. D'être là, au cœur d'un événement olympique, de prendre part à une course pour laquelle je me suis préparé, quand c'est une première fois et qu'on le vit bien, on en garde forcément un souvenir qui restera un de mes plus beaux moments en course à pied dans cette carrière de modeste coureur amateur que je suis. J'ai eu la chance de croiser plusieurs personnes, notamment Imad, alias Monsieur Récup, qui m'avait proposé dans l'après-midi un petit check-up avant de prendre le départ, mais avec ce contretemps lié au dossard, on n'a pas pu se caler et c'était trop tard pour pouvoir avoir ce petit massage et bénéficier des mains expertes d'Imad. On a pu courir avec Martin Fourcade pendant quelques dizaines de mètres. On a croisé Maître Yodu, Johan Durand, qui était là pour participer à cette course avec le dossard numéro 1. Et également de recroiser toute cette team avec laquelle j'avais déjà passé un beau moment en début d'été du côté du Touquet. Merci pour cette belle aventure humaine. Merci de m'avoir choisi pour prendre part à cette équipe et à toutes ces valeurs qui ont été véhiculées et qui ont beaucoup d'importance à mes yeux. Ça restera quelque chose de magique que l'on aura vécu ensemble. Et pour un premier marathon, autre satisfaction, c'est dans l'après-course de ne pas l'avoir vécu en étant totalement cassé. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai rencontré beaucoup de coureurs qui, après une première expérience sur marathon, n'étaient plus en mesure de courir pour diverses raisons, que ce soit physique, que ce soit psychologique. Après cette semaine off, qui m'a vraiment fait du bien, je ne suis pas fracassé, à tel point que j'ai pu recourir avant-hier, mercredi, à seulement J+10 après ce marathon. Alors, vous le savez, quand je débriefe mes courses, quand je débriefe quelconque activité que je peux faire, j'ai cette stratégie du hamburger, soufflé, distillé par Cindy, et j'ai quand même quelques points négatifs. En premier, c'est cette gestion d'avant-course qui a été des plus catastrophiques avec cette histoire de dossard. Pas de sieste, pas de repas qualitatif d'avant-course. Si je veux, entre guillemets, être beaucoup plus zen et serein dans le cadre d'une prochaine compétition, il faut que j'intègre ce paramètre supplémentaire que je n'avais pas vu venir dans une prochaine préparation mentale. Second point qui pour moi est négatif mais qui n'est pas une surprise, c'est la confirmation de mon manque d'endurance sur la distance longue. C'est un aspect que je vais devoir travailler dans mon profil de coureur, mais qui me sera utile sur d'autres distances. En étant plus à l'aise sur des zones d'endurance, ça me permettra de bonifier certains chronos et c'est tout le chemin qui me reste à parcourir. Et c'est en cela que notre sport est intéressant parce que même après, comme moi, plus de 20 années de pratique, il y a encore matière à progresser. De même que les côtes, que j'ai quand même subies, plus que je ne les ai courues, mais au regard de mon environnement géographique, il m'aurait peut-être fallu faire des séances avec des côtes bien plus longues, ça c'est nécessaire, pour aborder de
bien meilleure façon ce dénivelé positif auquel nous étions confrontés et pour lequel nous avions été prévenus. De fait, dernier point négatif, si vous vous rappelez des objectifs que nous avions fixés avec Cindy, le chrono, c'est un objectif qui arrivait en dernier dans ma liste des objectifs pour ce marathon pour tous. Il n'est pas atteint, il est pour moi anecdotique et je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je passe la ligne en 4h10. C'est loin forcément des projections que j'avais imaginées entre 3h30 et 4h, qui était une fourchette relativement large. Le contrat ici n'est pas rempli, mais comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'accessoire pour un premier marathon en tenant compte de mon inexpérience sur la distance, même si j'ai l'habitude de courir. Là, au-delà des 30 km, c'était quelque chose pour moi d'inconnu et je dois avouer que je n'ai même pas regardé le chrono de toute la course. Je passer les kilomètres en me projetant sur l'échéance un petit peu plus lointaine du château de Versailles, ensuite la côte du pavé des Gardes, et puis ensuite la descente, et puis ensuite le côté plat jusqu'à la Tour Eiffel, mais je n'ai pas eu les yeux rivés sur le chrono. C'était vraiment de finir propre du moins et de pouvoir continuer à marcher, de pouvoir continuer à courir à l'issue de ce marathon. Et je pense que je suis en train de plutôt bien le réaliser et de plutôt bien le vivre. Je termine dans cette stratégie du hamburger par quand même des points positifs parce que j'ai vécu une expérience unique. Vous étiez très nombreux à vouloir y prendre part. De nombreuses personnes ont été déçues de ne pas pouvoir avoir ce sésame et ce dossard et j'ai eu cette chance. Donc je ne vais pas bouder ce premier marathon qui en tout point restera unique pour moi et de prendre part de l'intérieur à ces Jeux Olympiques, de me sentir porté par la foule, par les spectateurs, par ces bénévoles qui ont été exceptionnels sur l'ensemble du parcours en nous encourageant, en nous félicitant, en dansant, en chantant. Ça a été une fête inoubliable et c'est de loin la plus belle course à laquelle j'ai participé. Et comme je l'avais déjà dit, il ne faut pas banaliser ces compétitions auxquelles vous prenez part, ne pas banaliser ce qui a été accompli, que ce soit un marathon en 4 heures, en 5 heures, en 6 heures. Être marathonien, c'est comme courir pour certains un 5, un 10 ou un 20 km. Ça demande des efforts. Ça demande à chacun de réaliser, de mener ses défis. J'ai vu quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de personnes sur le bord de la route avec des couvertures de survie, en train de vomir, avec les secours à proximité, criant car victimes de crampes. C'est pas rien. Et ce marathon, comme le disait Zatopek, et ce que je disais en préambule, effectivement, ça change une vie. J'ai énormément appris sur moi, j'ai dû m'employer mentalement pour aller au bout de cette épreuve et ces leviers, il me sera possible de les retranscrire dans une vie de tous les jours, dans d'autres domaines et même sur le plan scolaire avec des élèves qui parfois peinent un petit peu à se situer dans un monde qu'ils ne comprennent pas trop, d'oser relever des défis, d'aller au bout de certains challenges. Ce marathon peut servir d'exemple. Le fait de se dire, je me dépasse, je ressens ce goût de l'effort, je suis satisfait, j'ai une fierté d'accomplir tel ou tel challenge, je pense qu'on peut de toute façon le retranscrire et le transposer dans bien d'autres domaines. Et pour revenir sur le côté je me suis employé mentalement pour aller au bout de cette course, il y a forcément des personnes vers qui mes pensées se sont tournées. Mon papa, en premier lieu, qui aurait aimé, je pense, me voir franchir cette ligne d'arrivée. Et puis, une pensée pour Loïc, un coureur du Loiret, que j'ai côtoyé, et j'ai eu la chance de côtoyer pendant quelques mois en tant qu'ambassadeur du magasin Running Conseil, et qui nous a quittés très rapidement et dernièrement avec beaucoup de courage dans ce parcours et cette fin de vie qu'il a pu avoir. Donc mes pensées allaient vers lui également pendant que j'étais en train de batailler sur ce marathon pour tous. Alors, je voulais bien évidemment à nouveau vous remercier
parce que vous avez été nombreux à m'envoyer vos questions. Alors j'espère y avoir répondu correctement dans cet épisode bilan débrief de ce marathon pour tous. Il m'en reste quelques-unes que je prends vraiment à la volée et sur laquelle je vais répondre de façon très rapide. Alors, on m'a demandé quel aurait été le moment le plus difficile de cette course. Je dirais c'est le démarrage. Le démarrage de la course, au moment où le starter nous a lancé du côté de l'hôtel de ville, eh bien j'étais un petit peu à côté de mes pompes, dans un état un peu second entre vivre le moment, commencer à courir avec une foule qui faisait un bruit d'enfer. C'était vraiment pas simple. Autre moment difficile, alors là, c'est en amont de la course, c'est ce stress du dossard, parce que je me suis vu me faire le film de tu montes à Paris, tu t'es préparé, mais tu pourras pas courir. Et celle qui a fait le plus mal, c'est vraiment cette côte du pavé des Gardes qui, au 30e, nous a quand même bien éprouvé au niveau des cuisses et des mollets. Autre question, re-signes-tu pour un prochain dossard sur marathon ? J'ai tout d'abord besoin de le digérer et je sais qu'une préparation telle que le marathon l'exige, cela demande quand même un investissement conséquent. S'il y en a un second, ce ne sera pas, je pense, en 2025, mais de toute façon, la préparation, elle se fera de façon estivale. En période scolaire, avec toutes les activités qui gravitent autour, c'est, je pense, pour moi, quasiment impossible de mener de front ces différents projets et de greffer dessus une préparation aussi intense qu'un marathon. Préparer un 10, préparer un semi, ça rentre dans mes standards et c'est ce que je fais un petit peu depuis que j'ai commencé à courir. Là, ça m'a demandé quand même de sortir un petit peu de cette zone de confort. Ça me permet d'apprendre énormément sur l'entraînement, sur mes capacités. Là, j'ai découvert ce qui se passait vraiment en moi entre le 30e et le 42e et même après. Donc, je ne botte pas en touche. Je pense que oui, ça viendra naturellement, mais je ne pousse pas les choses et ça ne se fera pas tout de suite. Là, j'ai vraiment besoin de retrouver une préparation un petit peu plus douce, même si l'effort sera peut-être un petit peu plus violent, parce que le 10 km, c'est quelque chose qui est quand même très impactant physiquement, mais que j'apprécie. Question concernant la famille, comment a-t-elle vécu cette préparation ? Alors, il y avait quand même beaucoup de craintes de la part de mon épouse Céline et de ma maman, mais elles ont été rassurées par l'avancée de ce plan d'entraînement sans blessure. Ça a nécessité forcément beaucoup de sacrifices, avec des sorties beaucoup plus longues que ce que je fais habituellement, mais il y a quand même beaucoup de fierté dans leur regard au retour de cette course, à la fois de la part de Céline, mon épouse, mais également des enfants. J'ai pas vu ma maman encore, mais ça ne devrait pas tarder. Dernière question et clin d'œil à Florian, avec qui j'ai passé d'agréables moments du côté du Touquet et dans cette Team Alliance. La médaille olympique s'abîme-t-elle dans l'eau de mer ? Alors non, Florian, cette médaille est très solide, comme tu as pu le voir. Et si vous avez suivi mes aventures de vacances avec Serge, mon assistant prépa mental reconverti en bouée en forme de lama, c'est surtout lui qui a voulu l'emmener sur la plage. Alors moi, je voulais remercier quand même Orange et le comité d'organisation pour cette médaille. C'était pas dans les projets au départ et elle restera parmi les plus belles. Donc Florian, tu peux l'emmener, cette médaille, où tu veux, à la plage bien évidemment, ou dans ton activité professionnelle derrière les micros et consoles. Voilà, j'en ai terminé de cet épisode débrief de ce premier marathon à l'occasion du marathon pour tous. Cet épisode touche donc à sa fin. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, des choses auxquelles je n'ai pas répondu, je suis à votre disposition pour y répondre, donc venez me solliciter afin que l'on puisse échanger sur les différents réseaux. Cet épisode consacré au débrief, à l'analyse de mon premier marathon dans le cadre du Marathon pour tous, au cœur même de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 est désormais terminé. Je vous remercie de votre écoute, mais aussi de vos messages, de vos encouragements.
Je remercie également toutes les personnes qui m'ont accompagné pour l'organisation, la réalisation de ce défi, que ce soit Laïla et Pascal d'Happy Run, Céline et Pascal du magasin Running Conseil, Xavier pour l'entraînement, ainsi que Bruno, la personne qui a pris soin de mes pieds, à savoir Bruno, mon podologue, mais également Cindy pour la préparation mentale, Nicolas pour la logistique de l'appartement, toute la team Alliance, la communauté des Patreons pour leurs encouragements et les échanges que nous avons pu avoir dans ce canal un petit peu privé lié au podcast. Et je termine avec le meilleur pour la fin, à savoir mes amis et ma famille proche, ma maman, mon épouse Céline, Yaël et Adam, mes 2 fistons. Merci à tous de m'avoir permis de vivre sereinement cette aventure. Et je vous invite à me rejoindre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, Strava et même sur la page Patreon. Vous pouvez devenir un collaborateur, quelqu'un qui va participer à la construction de ce projet podcast qui dure depuis 4 ans. On va bientôt entamer la 5e saison. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Belle semaine à vous!